Vidéaste et humoriste français, on est le 27 septembre au moment d'enregistrer cette émission. Alors, bon anniversaire, Greg Tabibian. Merci à vous. 39 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Tiens. Eh bien, le plus de temps possible avant les 40, même s'il n'y a pas grand-chose à faire. Professionnellement, que ça continue. Peut-être un petit garçon ou une petite fille. Voilà, le genre de choses qu'on veut peut-être. Pour l'année à venir? Oui, pour l'année à venir, oui. D'accord. Vous savez que l'on n'aime rien plus en France que de mettre les gens dans des cases. Alors, on est même des youtubeurs. Dans quelle case vous souhaitez qu'on vous mette, vous? Celle qui vous arrange. Je serais surpris que ce ne soit pas une case qui m'ait déjà été attribuée. Je les ai à peu près toutes eues. Est-ce que vous avez été acteur? Oui, on peut le dire, oui. Pas fait de cinéma, j'ai fait du théâtre plus, mais... Donc acteur aussi, le youtubeur c'est un acteur aussi? Aussi, oui. Donc ça, ce terme-là vous va? Oui, comédien, humoriste, éditorialiste, youtubeur. Vidéaste. Ouais, vidéaste. Parce que youtubeur, c'est un média, c'est pas une discipline. Alors c'est devenu une discipline parce que la concurrence devient très dure. Puisqu'il n'y a pas vraiment de Dailymotion, il n'y a pas vraiment de plateforme. Il y en a une qui bouffe 90%, si ce n'est plus, de la part de marché. Donc on dit youtubeur, mais on ne devrait pas dire... on ne dit pas PCiste, on dit informaticien. Est-ce que tous les youtubeurs ne font pas de la scène? Non. Ah ben non. Et ça, est-ce que vous préférez le format YouTube que vous utilisez? Bien évidemment, on va en reparler. Ou est-ce que vous préférez la scène avec le contact du public? La scène est quand même beaucoup plus agréable. Elle est beaucoup plus difficile. Elle est beaucoup plus anxiogène aussi. Ça, c'est normal. Mais non, c'est une expérience qui est irremplaçable. Même un simple public. J'ai fait récemment pas mal de conférences ou d'interventions et de choses, de gens qui se sont mis à dire « Ah ouais, je trouvais que ces derniers temps, il était un peu moins drôle, puis là, je l'ai vu chez Pierre-Yves Rougeron. » Mais c'était pas mieux écrit, c'était même moins bien écrit. Je pense que le rire amène un truc de collectif, par mimétisme, fraternel, qui fait que même ça met la personne en valeur, à condition qu'elle soit capable de faire 1h30 de scène. Quels sont vos instruments, vos artifices pour faire rire? On voit bien, il y a le bonnet par exemple. Ce bonnet, ça veut dire quoi? Il est indispensable, le bonnet? C'était là dès le premier épisode. Donc ça fait aussi partie d'une espèce de look de prolo. C'était drôle d'ailleurs à la dernière émission, un monsieur qui est venu me voir qui m'a dit « Alors quand je vous ai vu avec votre chapeau, je me suis dit « Oh là là !» Et puis, mais finalement du coup, même comme ça, vous parlez bien, il me dit. Je lui dis « Oui », mais il me dit « Mais vous avez fait quoi ?» Je lui dis « Mais j'ai fait du théâtre. » Il me dit « Ah, c'est pour ça. » C'est-à-dire que le look, ça compte, mais pour les youtubeurs, ça compte énormément, quoi. Alors, pour certains, beaucoup plus que moi. Moi, l'apparence même physique des vidéos n'est pas une priorité pour moi. Parce que je sais que beaucoup de gens m'écoutent plus qu'ils ne me regardent. Dès que les formats font plus de 20 minutes, en vrai, vous avez 50% de gens qui l'ont écouté et qui ne l'ont pas regardé. Et puis pour le reste, je préfère produire du texte que de... Je suis pas un fan, je sais qu'il y a des collègues plus jeunes, souvent les Raptors, les Papacitos, les Valets, qui vont jouer souvent sur des montages très très dynamiques, très mitraillés, très esthétiques. Moi, j'ai pas du tout appris comme ça. Je fais partie je vais avoir 40 ans. Pour moi, mes chroniques, c'est filmer ce qu'offrait un chansonnier de radio. Donc le bonnet, il n'est pas sponsorisé, quoi. C'est pas un bonnet Saint quelque chose. Alors rien n'a été quelque chose français. Rien n'a été sponsorisé, à part que c'est celui du début, un de ceux. Mais rien n'a été sponsorisé sur la chaîne à part des sponsors personnels. Mais je n'ai jamais fait de placement de produit. J'ai jamais sponsorisé. Pourquoi? Parce que vous voulez pas ou parce que c'est pas digne? Non, je vais pas dire que c'est pas digne. Déjà que j'accepte qu'il y ait une partie de mes revenus qui viennent de la publicité. Je me vois pas en fait à aller faire des placements de produits externes. J'ai pas envie en fait que quelqu'un prenne un temps sur mon temps de vidéo, de production, qui en est avant, qu'en est après, c'est une chose. Et pendant les 12 minutes où je suis là, j'ai pas envie d'en perdre même 15 à dire à quelqu'un allez voir ce truc ou allez faire ça. Sauf si moi j'ai jugé que c'était pertinent. Et vu que les placements de produits dans le corps de métier qui est le nôtre, enfin le domaine d'activité, ne sont pas très variés. J'ai pas envie de faire de la pub pour Terre de France sur un contre eux, j'ai pas envie que NordVPN, ça va bien 2 minutes. Qu'est-ce que j'y gagnerais? J'y perdrais beaucoup en crédibilité. Donc j'ai pas envie de le faire. Question de crédibilité. Il y a aussi d'autres marques de fabrique. Par exemple, je suis pas content. C'est le titre de votre émission web. Ça fait quand même depuis 2014. Je suis pas content. C'est aussi un peu dur à porter. Je me dis des fois, est-ce qu'il n'est pas enfermé dans « je suis pas content »
Non, parce qu'il a changé ce personnage déjà. Quand on regarde les toutes premières chroniques, j'y joue quelqu'un de très naïf. Et aujourd'hui, beaucoup plus cynique que naïf. Donc en fait, au début, il y avait un personnage très marqué. On va pas se mentir que ce personnage a reculé pour céder plus de place à ce que je suis moi. Mais non, je m'interdis pas. C'est vrai que des fois, je réfléchis à « Ah là là, je suis obligé de commencer comme ça et de conclure par cette phrase. » Donc ça fait des amorces un peu difficiles, mais en fait, en vrai, ça me limite pas plus que ça. Je fais un peu ce que je veux. Dedans. On peut pas dire « Je suis pas content », c'est « Je suis pas content ». Oui, ça c'est la fin, c'est la façon de conclure, ouais. Et puis ça commence toujours en disant « Oh, je suis pas content », je dis le sujet, « Oui », et je répète le même sujet, je le marque 2 fois, et ça peut finalement être un thème qui va être traité 10 secondes, et puis ensuite je parle d'autre chose parce que j'avais envie de parler d'autre chose, et ça arrive de plus en plus. Et vous parlez de la bonne nouvelle. Et je dis une bonne nouvelle parce que les gens en avaient marre, ils voulaient contrebalancer, mais elle est toujours ratée cette bonne nouvelle, à quelques rares exceptions près, c'est toujours une bonne nouvelle si on est d'extrêmement mauvaise foi. Et c'est même une rubrique dont je me serais peut-être séparé avec le temps, mais bon, alors dès que j'enlève un truc, les gens gueulent, dès que je change un bout de générique, les gens gueulent, donc je touche pas. Je laisse comme ça, ce sera très bien. Est-ce que vous revendiquez des influences dans le façonnage, la façon dont vous avez créé votre personnage? Il y a aussi un personnage, Greg Tabillon, oui, c'est un personnage, hein. C'est quasiment même un personnage de bande dessinée. Oui, d'ailleurs, il y en a une où je suis dedans. Hein? Et oui, il y a des gens qui m'ont construit générationnellement, il y a des gens qui m'ont construit circonstanciellement. Alors, dans les gens qui m'ont construit générationnellement, il y a Dieudonné, parce qu'il n'y a pas un humoriste particulièrement de sexe masculin de moins de 35 à 40 ans qui n'ait pas eu à cette époque-là Dieudonné pour modèle quand il a fait des cours et des formations en école de stand-up ou de théâtre. Faut arrêter, c'était la référence de tout un bloc générationnel. Il y en a qui l'assument. Il y en a qui ne l'assument pas, mais ce serait ridicule de ne pas l'assumer, particulièrement pour moi, plus que pour les autres, pour certains. Il y a aussi, bien sûr, tout un cinéma qui est celui des années 50, au cinéma même d'Audiard, ou le cinéma de Jean-Pierre Mariel des années 70. Je suis un fan de ce cinéma de Titi parisien, mais Dieudonné reprend énormément cet argot-là aussi, qu'on revoit aussi chez des gens comme Alexandre Astier, qui reprend cet argot-là aussi. Donc il y a cette espèce de base-là, et puis il y a plein de gens qui sont venus après, dont je ne me suis pas du tout inspiré du style, mais qui sont des exemples de méthode. Bigard est un exemple de méthode, Muriel Robin est un exemple de méthode, Pierre Palmade est un exemple de méthode, parce qu'ils ont fait des choses emblématiques, qui restent des exemples de méthode. Si on veut savoir ce que c'est qu'un sketch basé sur l'absurde, sur l'exagération, qui est un des 5 gros procédés humoristiques, on regarde la chauve-souris de Bigard. C'est exactement la définition même d'un sketch d'exagération. C'est-à-dire qu'on prend une anecdote débile et puis on monte dans le réel comment ça se passerait en vrai pour que ça arrive, et du coup ça crée un décalage. Il y a des sketchs de Palmade sur le service militaire qui sont fabuleux, des sketchs de Muriel Robin qui sont fabuleux. C'est au-delà de la politique, c'est des masterclass. C'est la méthode qui vous intéresse, quoi. Oui, c'est des masterclass, quoi. Puis il y a des personnages qui ont eux-mêmes... Il y a des gens qui ont imposé leur personnage. Pourquoi est-ce qu'on fait tous le flic avec l'accent du Sud? C'est ridicule. En fait, c'est parce que les inconnus ont fait le flic avec l'accent du Sud, les nuls un peu aussi, et que tout le monde fait des sketchs de flic avec l'accent du Sud, et on ne sait pas pourquoi, mais bon. Il y a un nom que vous ne m'avez pas donné, j'étais sûr que vous alliez pourtant vous y référer, c'était Desproges. Je me suis dit, Desproges, ça va être d'instinct ce que je pensais être le plus... Coluche plus que Desproges. Desproges, j'aime beaucoup, mais j'ai pas sa finesse, déjà. Je me revendique un peu plus populiste et prolo que Desproges, donc je serais plutôt de l'équipe Coluche. Mais oui, mais bien sûr qu'il en fait partie, mais il y a aussi toute une frange de l'humour canal qui m'a énormément, parce que culturellement, c'était quand même des choses au début qui étaient très fortes. Les sketchs de Benoît Poelvoorde, de Monsieur Manhattan, sont tout cet humour belge est absolument incroyable. Tellement c'est une maîtrise parfaite de l'humour noir, quoi. Le début des Guignols de l'info était... en fait, c'est le milieu qui était le mieux. Mais toute cette période-là, c'est des choses qui m'ont influencé générationnellement, et je trouve, c'est peut-être un biais qu'on n'a pas forcément fait mieux. Les références, les différences avec toutes ces personnes que vous avez citées, votre différence à vous, qu'est-ce que vous apportez de différent par rapport à tous les noms que vous m'avez donnés à l'instant? Il y en a, je ne sais pas ce que j'apporte de différent. Il y en a qui vont trouver que ce que je fais moi, la façon dont je le fais. Et alors c'est sûr que j'ai un style qui est un peu vieillot.
et qui pourtant est sur Internet. On n'est pas très nombreux à cultiver le style un peu vieillot dans la façon dont c'est fait. C'est-à-dire quoi, vieillot? Vieillot dans la façon de parler, vieillot dans le vocabulaire utilisé, vieillot même dans la façon dont les montages sont faits. Je suis dans des codes de 2015 complètement, c'est volontaire, je ne me mets pas à jour, je ne fais pas de montage ultra rapide, ultra mitraillette. Et puis les expressions, quoi. Moi, quand je vois quand je dis, je ne sais plus de quel ministre... oui, non, mais j'ai confiance en lui, c'est juste que pour moi, il ne vaut pas une brique par mois. Et que je vois des jeunes de 20 ans, de 18 ans, de 17 ans qui parlent de briques, de barres et de bâtons, pour parler d'argent, voilà, ça fait des choses bizarres. Je sais qu'ils sont allés Google le truc. Mais moi, ça me fait plaisir de m'adresser à eux comme ça, en fait. Parce que c'est comme ça qu'on parlait quand j'étais plus jeune et que j'ai envie de continuer à parler. Et donc j'apporte aussi ce truc-là. C'est plein d'influences. Il y a des gens il y a 330 000 personnes qui vont chercher là quelque chose que peut-être ils ne trouvent pas ailleurs ou qui est complémentaire. On évoquait les influences et j'ai regardé une vidéo de vous, vidéo de vous d'entretien comme on le fait aujourd'hui, assez récent, c'était 2 heures de long, 2 heures. Hein. Et je me suis dit, souvent, je regardais ça, je me dis, la légèreté de l'humoriste fait place au sérieux. Et je me suis dit, des fois, du sérieux, on passe des fois peut-être, attention, est-ce qu'on ne peut pas passer au sentencieux? Et là, on n'est plus Coluche, on est Guy Bedos. Oui, peut-être. Peut-être. C'est pour ça que j'essaie de me garder de toute forme de morale très établie. C'est qu'à un moment, vous perdez ce caractère. Ah ben parce que le sujet est sérieux. D'humour. Parce que je la comprends, la critique des gens qui disent heureusement que la France va mal, sinon tu ne pourrais pas faire ton boulot. Et que je comprends pour des gens que cette situation qu'ils vivent eux plus dans leur quotidien que moi, que je vivais autant, voire peut-être plus que beaucoup des gens qui me suivaient quand j'ai commencé, c'est-à-dire 90 heures de boulot par semaine, 350 € par mois. Quand on commence vraiment en bas de rien, en revenant du boulot au black la nuit où j'avais nettoyé le vomi des clodos, donc on était sur des trucs qui étaient lourds en termes de... Aujourd'hui non, bien sûr, je vis mieux. Et c'est pourquoi il faut faire très attention à ne pas basculer dans cette espèce de morale. Mais je comprends les gens qui disent c'est un sujet sérieux. Et lui, ça le fait rire, mais il faut bien comprendre que je prends la situation actuelle de mon pays, de mes compatriotes, comme quelque chose qui m'impacte. C'est un point que j'ai, par exemple, en commun avec des gens comme Tatiana Ventose, des gens qui sont impactés émotionnellement par l'état actuel de notre pays. Donc j'essaie de ne pas être que dans le rire à ces moments-là, parce que c'est important, parce que je me pose des questions de solutions, des questions de... Voilà, à apporter à tout ça, et j'espère vraiment moi que la France ira mieux, parce que contrairement à ce que disent beaucoup de gens, humoriste, je n'ai pas appris sur le tard, c'est un métier, c'est une formation, donc mon tout premier spectacle parlait de ma dernière rupture et de mes dernières vacances en vrai, donc je pourrais très très bien réemployer les... Alors, on peut se réhabituer, mais je pourrais très bien réécrire des choses beaucoup plus légères. C'est pas grave, j'ai été formé, je serais ravi un jour que la chose la plus grave dont j'ai à parler, c'est mes dernières vacances qui se sont mal passées ou ma nana qui s'est barrée. J'adorerais, ce serait très bon signe. Mais c'est pas le cas. On a parlé des références, des différences, des règles aussi, des méthodes, mais des règles. Les règles. Quelles sont les règles qu'on peut s'imposer ou vous imposer? Par exemple, on dit pour être humoriste aujourd'hui, il faut être irrévérencieux, il faut être transgressif. Ouais. Et tous les autres termes qui arrivent. Est-ce que ça, vous considérez que c'est une obligation, que ça fait partie du job? J'aime pas du tout ça. Alors oui, il y a une fonction historique de bouffon du roi, et on peut faire une distinction entre ceux qui sont dans l'irrévérence et ceux qui ne sont pas dans l'irrévérence. Et je pense que décréter que n'est pas humoriste une personne qui n'aurait pas de propos engagés, je trouve ça assez abscon. Parce que déjà, il y a un truc, c'est que ceux qui ont essayé de faire de l'engagé et qui n'étaient pas bons à ça, en règle générale, ça donne des drames. Et ces gens cessent d'être drôles. Parce que c'est dramatique. Il n'y a rien de pire qu'un mec qui a fait 3 spectacles sur ses vacances et décide le 4e, je vais faire un truc engagé. Ça vous donne des sketchs assez lunaires d'Elysée Moon, par exemple, où d'un coup, il y a réfléchi pendant 6 heures à sa conclusion que le mal, c'est mal et que le bien, c'est bien. Mais il n'a rien de mieux à proposer. Donc je veux surtout pas. Il y a des gens qui sont brillants. Et s'ils ressentent une pression à aller sur le terrain politique et qui sentent, ne le faites pas. Restez à ce à quoi vous êtes incroyablement brillant.
Tu vois, je veux pas des gens géniaux dans l'humour, Monsieur Fraise. Bon, alors, ici, il y a du politique chez Monsieur Fraise, mais le mec faisait des sketchs entiers, il parlait pas, il était muet. Et pourquoi est-ce qu'il irait commencer à parler de Nathalie Loiseau du jour au lendemain? Non, il faut pas. C'est pas... Même si c'est facile. Mais et dans les youtubeurs qui sont aujourd'hui, ou les comiques d'aujourd'hui, alors, si je pense par exemple quelqu'un comme Guillaume Meurice ou quelqu'un comme Gaspard Proust, les deux se valent? En valeur absolue, les deux. C'est pas la même transgression. Je veux dire que Proust est meilleur, mais après, les deux se valent sur le plan de la valeur absolue. C'est l'éternelle question de est-ce que tout se vaut? Mais sur quel plan ne se valerait-il pas? Sur le plan, est-ce que je trouve qu'on a un qui est meilleur que l'autre? Oui, Proust est meilleur que Guillaume Meurice. Lequel est le plus transgressif? On va vous dire que c'est Meurice sur France Inter, bien évidemment. Non, je pense que c'est Proust. Bah, bien sûr que c'est Proust. En quoi il est transgressif plus que l'autre? En fait, il y avait un truc, alors, il y a un truc qui est très spécifique à Meurice et avec lequel j'ai beaucoup de mal, c'est cette tendance qu'il a à appeler des vieux de 70 ans sur des marchés à 6h du mat pour leur expliquer qu'ils ne sont pas méga friendly des je sais pas, transsexuels musulmans. C'est vraiment des trucs très lunaires souvent que fait. Il aime bien aller sur les marchés, choper un petit vieux et lui en mettre plein la gueule parce que ce type-là n'est pas le dernier grand défenseur de... Tu vois, ou qu'on peut toujours, après l'apéro du matin, aller trouver un mec pour lui faire dire n'importe quoi. J'aime pas trop ce côté-là. Je pense que la subversion, elle est sur qui tu tapes, quelle est ta cible. Est-ce que c'est toujours la même cible? Et puis, j'ai quand même j'ai plus d'affection pour les gens qui tapent les puissants que les gens qui tapent les faibles. Donc, je vois pas quelque chose de fondamentalement... subversif chez Meurice, je le vois comme quelqu'un de drôle qui des fois me fait rire sur la politique, mais c'est pas sa subversion. Parce que la subversion aujourd'hui, mais il y a des gens qui ne sont pas subversifs et qui sont des génies du chansonnier politique. Bernard Mabille est un mec qui est l'un des meilleurs auteurs français. C'est pas subversif, c'est de la bonne blague à grosse tête, mais c'est quelqu'un qui sur les politiques est monstrueux. Il est très drôle. Non mais subversif aujourd'hui, c'est Millepied qui met en scène Roméo et Juliette avec un Roméo et un Roméo, ou avec une Juliette et une Juliette. Ça, c'est être subversif aujourd'hui. C'est pas votre cas. Bah, je sais pas si c'est subversif quand on fait quelque chose qui est applaudi par l'air du temps. Je sais pas. Je sais pas si être subversif aujourd'hui, c'est être marié à la même femme pendant 25 ans, ou si c'est être en trouble. Je sais pas ce qui est subversif. Donc si on fixe comme étendard que c'est le degré d'emmerde que tu peux avoir dans la société civile et de répercussions par rapport à la nature du propos que tu as tenu, et le fait que ce propos s'inscrive plus ou moins à contre-courant des élites morales de ton temps, je ne pense pas que la subversion soit du côté du spectre politique de Guillaume Meurice. C'est clair. Allez, on va continuer, Greg Tabibian, de parler de vous et de votre parcours atypique. J'ai lu. Vous vous définissez chrétien de culture orthodoxe, vous êtes issu d'une famille arménienne chrétienne orthodoxe, vous n'êtes pas baptisé. Non. Je me garderais bien de vous demander l'adresse de la cathédrale arménienne Saint-Jean-Baptiste à Paris. Je ne connais pas l'adresse, non. Saint-Jean-Baptiste, bon, vous chercherez rien. Bon, c'est-à-dire, c'est quoi pour vous être chrétien si je ne suis pas baptisé, si je ne vais pas... C'est quoi? C'est une philosophie de l'homme, c'est une anthropologie de l'homme. C'est une vision, et faire de la politique sans anthropologie, sans avoir pensé à une anthropologie de l'homme sur sa nature profonde, me paraît être assez utopique. C'est aussi parce que beaucoup des auteurs de philosophie plus classiques, que j'apprécie énormément, sont des gens qui soit sont chrétiens, soit surtout ont basé une grande partie de leur pensée sur le texte chrétien, ou l'ont utilisé comme appui. Je pense par exemple à René Girard, qui est une personne pour moi qui est vraiment un penseur clé. C'est un rapport au bien et au mal, mais qu'on retrouve aussi chez les libéraux. Une vision de l'homme et de la façon dont il doit être jugé. Cette idée qu'on retrouve aussi chez les libéraux, que les enfants n'héritent pas des fautes de leurs parents. Donc, dans cette nouvelle alliance, il y a une avancée philosophique que je reconnais, que je valide. Et puis, c'est aussi une démarche peut-être plus mystique, plus ésotérique, plus personnelle. Un fond culturel, même si pas si présent que ça, parce que du côté de ma mère, on n'était pas du tout pratiquant. C'est du côté de mon père que ça bougeait un peu plus, avec quand même beaucoup de superstitions. Une passion aussi pour ces sujets-là et pour ces gens qui sont allés chercher dans plein de livres sacrés une quête de sens.
Voilà ce que c'est que d'être chrétien. C'est beaucoup de choses. Et puis, être chrétien, c'est pas non plus plonger dans l'ésotérisme et être franc-maçon pendant 5 ans, non? C'est des francs-maçons chrétiens. J'ai pas dit que j'étais un bon chrétien. Vous étiez un bon franc-maçon? Non, très mauvais, exécrable. Exécrable. Vous n'êtes pas resté en loge longtemps alors? 5 ans. Mais j'en suis parti pour... À la fois parce que l'enseignement théorique était très mauvais. Deuxièmement, parce que, c'est bizarre, je suis aussi parti parce que j'avais plein d'idées progressistes à cette époque-là. J'étais encore plus de gauche sur comment il fallait faire venir les femmes dans le mouvement et tout ça. Donc, il y avait vraiment ce côté un peu usine à macho qui m'emmerdait. On vous doit Sandrine Rousseau, c'est ça? Voilà. Ah bah voilà. Non, pas du tout. Mais c'est vrai que j'étais quand même, je comprenais pas un certain nombre d'archaïsmes qui, à la limite, auraient été justifiables à l'époque où les hommes qui se réunissent avaient, on va dire, la fortitude et la morale propre aux sociétés traditionnelles, mais quand ça va être une bande d'experts comptables, de juges d'instruction et de notaires, dont un tiers sont bourrés ou l'autre moitié ne pense qu'à l'apéro, qui sont là essentiellement pour du copinage, qui vont te dire non, on ne peut pas inclure de femmes, parce que dans le cadre d'une transcendance mystique traditionnelle, Saint Jean, il expliquait que c'était pas... Oui, mais t'es là pour faire du business, donc en fait les femmes peuvent venir... C'est cette hypocrisie-là qu'une société de moines traditionnels disent on veut pas de femmes, parce qu'on est quand même dans un truc ascétique. Je le comprends que des francs-maçons aujourd'hui me disent on veut pas de femmes. Je trouvais ça grotesque au vu de ce qu'ils y font. Et ils y font des choses qui, pour moi, ne sont pas extrêmement intéressantes du point de vue dogmatique. Et encore une fois, rien qui ne se trouve pas au rayon ésotérisme et spiritualité ou philosophie de la FNAC ou de la bibliothèque municipale la plus proche de chez vous. Donc est-ce que ça vaut le coup d'y lâcher du pognon quand on peut avoir du réseau autrement? Bah non. Greg Tabibian, on a parlé à l'instant de l'Arménie. Ouais. Et alors, j'ai là aussi été surpris. Quand on vous parle de l'Arménie, vous répondez que vous êtes français. Oui. Bon, j'ai bien compris. Et à l'évocation, et ça m'a beaucoup plus... non pas choqué, mais interrogé, interpellé maintenant, c'est le terme qu'on utilise. À l'évocation du drame arménien, vous dénoncez tout de suite, je vous cite, le business de la chouinerie. Le business de la chouinerie. Et je me suis dit, mais est-ce que la chouinerie, elle est encore d'actualité? Parce qu'on est le 27 septembre 2022. Le 27 septembre 2020, il y a exactement 2 ans, avec le soutien de la Turquie, du Pakistan, de mercenaires islamistes, l'Azerbaïdjan a déclenché la guerre contre les Arméniens du Haut-Karabakh. C'est 4000 morts, 30 000 déplacés, la menace elle est toujours là, et ça c'est de la chouinerie? Ah non. Quand je parle de chouinerie, je parle de gens qui font référence à un traumatisme profond, qui souvent sert de narratif ou de justificatif à l'obtention de tous les privilèges, pour des traumatismes qu'ils n'ont pas connus. Quand je vois une partie de ma communauté qui continue à dire « aujourd'hui je ne peux pas m'intégrer parce que 1915 l'Empire ottoman », ça s'appelle de la chouinerie. Et par contre, de dire que là, aujourd'hui, il y a un deuxième génocide qui est en train d'être mis en place par l'Azerbaïdjan, c'est pas de la chouinerie, c'est contemporain. Ceux qui ont appelé à l'aide en 1915 la France, qui n'est pas venu, ils chouinaient pas. Enfin, il faut pas confondre la réaction par rapport à quelque chose qui se passe maintenant, c'est-à-dire quelque chose contre lequel on peut faire. Et donc on a toutes les raisons de vouloir que ce soit entendu. Mais alors, les gens qui vont réclamer dommages, intérêts, réparations, excuses pour des événements qui ne les ont pas touchés, qui n'ont pas touché leurs parents et qui, pour les plus jeunes, n'ont pas touché leurs arrière-grands-parents, je commence à trouver ça léger. Ça n'a jamais été mon truc, mais c'est l'éducation que mon père m'a donnée. Je ne parle pas arabe et je ne parle pas arménien parce qu'il est décédé, j'étais trop jeune, il voulait me les apprendre à 18 ans, mais c'est le premier truc qu'il a dit à ma mère, je ne te donnerai aucune consigne d'éducation, sauf une, je ne veux pas qu'il fréquente la communauté arménienne avant ses 18 ans. On s'est suffisamment emmerdé pour être français, donc il sera français, et puis à 18 ans, il verra. Et je ne veux pas l'envoyer dans tous ces trucs, justement, et lui parlait beaucoup de chouinerie, et de... Enfin, il disait pas ils chouinent, il disait ils font tout le temps la gueule, déjà. Qu'il arrête d'être avec des gens qui font la gueule. Voilà, c'était con, mais bon, c'était... J'ai été éduqué comme ça. Vous ne faites pas la gueule. Néanmoins, quand on vous parle de l'Arménie, ça vous touche encore. Mais bien sûr. Ça vous dit quand la presse française ne parle pas de ce qui se passe en Arménie, au Karabakh, nous on a reçu l'évêque de cette région ici à TV Liberté qui nous a raconté ce qui se passait véritablement, tout ça dans le silence médiatique. Ça vous agace, ça vous énerve, ça vous conforte dans l'idée qu'il y a des bonnes guerres, des mauvaises guerres, des guerres tolérées? Il y a des mauvaises guerres, il y a des bonnes guerres, il y a des guerres médiatiques, il y a des guerres qui se vendent et il y a des guerres qui ne se vendent pas. Il y a des guerres aussi plus simples à mener que d'autres, il y a des guerres qui
qui intéressent et des guerres qui n'intéressent pas. Je me demande ce que dans des matières premières que nous exportons, ils doivent manquer pour que la France s'intéresse à nous. Mais je constate qu'il y a une hypocrisie générale vis-à-vis de cette Arménie qui est un petit pays. Alors je peux aussi être surpris de voir par contre des gens qui pourtant croient plus que moi à cette idée de civilisation européenne, aller défendre l'Ukraine parce que voilà, ce serait la civilisation européenne, mais qui ne sont pas tant engagés que ça pour l'Arménie. Alors certes, c'est le continent asiatique, mais c'est le dernier rempart du monde chrétien. Hein. Au-delà, c'est l'autre monde. Donc je suis très surpris de cette sélection arbitraire aussi venant des milieux identitaires nationalistes qui, souvent, je pense que l'Arménie justement devrait être importante aussi pour ces gens-là. Elle devrait être importante pour tout le monde, l'Arménie. Et je constate qu'elle ne l'est pas. Moi, je me sens beaucoup moins impacté que ma grand-mère. Je me sens beaucoup moins impacté que les anciens. Ça, c'est évident. Mais c'est votre identité? C'est une partie de mon identité, ou en tout cas, c'est une identité joker très facile pour faire taire certains contradicteurs de gauche mal intentionnés qui vous traiteraient de caucasien blanc. Alors que je le rappelle, je suis asiatique. Mais ouais, bah oui. Mais j'aime bien aussi leur sortir ce truc-là. Oui, j'aimerais. Vous avez, et ça aussi c'est important, le goût de la chose politique quand même. Ça, c'est une réalité. Maintenant, je vous vois parler tout le temps de politique. Quand vous venez à Bistro Liberté, vous écoutez aussi des phénomènes politiques, des questions politiques, vous intervenez. Et alors, je me suis dit, mais est-ce que finalement, l'acteur, le comédien, le vidéaste, l'humoriste, on ne va pas refaire la liste, il n'avait pas envie de faire tout simplement de la politique. Et alors là, surprise, mais d'ailleurs, vous avez voulu être candidat aux européennes en 2019, mais aussi candidat à la présidentielle. Et je croyais qu'il y avait Jean-Marie Bigard, mais non, il y avait Greta à la présidentielle de 2022. Vous deviez organiser, je sais bien citer, j'ai regardé ça. Hein. Ah oui. Si. Alors là, vous démissionneriez après vous être installé dans un bunker, sans avoir nommé un gouvernement de gens compétents de l'extrême gauche à l'extrême droite. Voilà. Donc, alors, le bunker étant trop. Je dis que ça, non mais il faut bien confondre les. Pas inventé. Oui, hein. Non mais bien sûr, mais il y a l'ironie, il y a le vrai. Quand je dis qu'aux élections européennes de 2017, il y avait compte en banque, il y avait liste, on avait rempli tous les formulaires. J'étais sur une liste avec. Donc avec qui et pourquoi? Tatiana Ventose, entre autres. On avait voulu se présenter à ça. Donc quand je dis que là, en 2017, on peut dire, on a voulu se présenter. On ne peut pas mettre ça sur le même registre que quelques réflexions philosophiques de fin de live. Pour l'instant, je ne suis pas candidat je n'ai pas été candidat aux élections présidentielles 2022. Je me suis pas positionné comme candidat. Donc non, j'ai pas été candidat. J'ai fait une extrapolation de ce qu'on pourrait faire et de ce que j'aurais aimé faire. Je retire 2022, encore que j'y reviendrai. Mais donc on est sur 2019 plutôt, sur les européennes. 2019, mais qu'est-ce qu'on veut dire quand on est un humoriste? Qu'est-ce qu'on veut raconter? On veut faire Coluche, point numéro 2, avec Tatiana dans le rôle de Thierry Luron. Et pourquoi pas? Oui, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que déjà, c'était des élections spécifiques qui sont les élections européennes. Et déjà, on voulait faire quelque chose qui n'est pas fait, c'est y amener des caméras. C'est-à-dire qu'avoir des gens qui filment complètement comment ça se passe, les leviers dans les couloirs, les mecs qui viennent choper les valises, en se disant, mettez-nous des indemnités, on s'en fout, on ne le fait pas pour ça. Et de montrer les coulisses. Donc en fait, on voulait vraiment faire un making-of, de montrer aux gens pendant 5 ans ce qu'était la réalité de la corruption au Parlement européen. Participer au jeu démocratique, il n'y a pas de jeu démocratique en Europe. On n'était pas à se dire qu'avec notre mouvement de 2 personnes, on allait changer quoi que ce soit. Puisque c'est même pas des gens qui changent, on leur donne des ordres. Donc ce qu'on voulait faire, c'est utiliser ce statut pour avoir un accès à des locaux et d'avoir la possibilité, par un statut de lanceur d'alerte ou autre, de montrer ce qui s'y passe par des images. C'était notre seule ambition. D'accord, et là, le peuple vous entend, et hop, vous êtes député européen, vous allez à Strasbourg et à Bruxelles, vous faites quoi? On aurait pu se poser la question une fois qu'on est là-bas. Je suis pas content, je suis pas content, je suis pas content. Non, on pourrait très bien faire ce que... y a des députés, parfois la France Insoumise, qui arrivent à faire ce genre un peu d'happening, mais plutôt au Parlement français, mais c'est d'utiliser les équipes qui sont les nôtres, les gens avec qui on bosse, qui sont des gens qui sont rodés, pour enregistrer réellement ce qui s'y passe, montrer ce qui s'y passe, piéger des gens. Enfin, il y avait tout un concept de choses qui pouvait être fait une fois qu'on amène les caméras là-bas et qu'on ne fait pas partie de la tambouille. Je pense que, au vu du peu d'utilité des députés européens, ça aurait pu valoir le coup de sacrifier 2 sièges pour ça, pour avoir
une vision de ce qui se passe dedans. 2022, c'était de la déconne, j'ai bien compris, mais néanmoins, il y a quand même une phrase, non sans avoir nommé un gouvernement de gens compétents de l'extrême droite à l'extrême gauche. Ouais. Et ça signe l'arrêt de mort, parce que, Greg Tabibian, d'un seul coup, vous avez créé la confusion, le confusionnisme, puisque vous êtes capable de dire qu'on peut trouver des gens compétents à droite et à l'extrême gauche. On peut trouver des gens compétents, on peut déjà trouver des gens pas corrompus. Quand on est un homme de gauche comme vous, c'est pas facile à dire. Enfin, mais pourquoi la compétence serait... Ça, c'est une transgression. Hein. Mais non, c'est pas une transgression. Déjà, il y a quand même beaucoup de gens de gauche qui reconnaissent justement que la dangerosité de leur adversaire de droite provient quand même de leurs compétences. Si ces gens n'étaient pas compétents, il n'y aurait pas d'engagement politique contre la droite. Si ces gens sont incompétents, il n'y a pas de problème, ils n'ont aucune chance de représenter un danger. Donc il y a quand même... c'est souvent une schizophrénie qu'on retrouve parfois à droite dans la critique du wokisme, de dire que ces gens sont à la fois insignifiants, mais pourtant représenteraient un grave danger. Donc il faut être cohérent. Bien sûr qu'il y a des gens très très compétents, de l'extrême gauche à l'extrême droite du spectre politique, qui aujourd'hui pourraient dire... même en étant, je ne sais pas, à génération identitaire, que Jean-Luc Mélenchon est un mauvais politicien du point de vue stratégique. Qui peut dire ça? Personne. Soyons sérieux. Comme aujourd'hui à gauche, qui pourrait dire que se retrouver devant Jean-Marie Le Pen et son sens de la formule, en tout cas à une certaine époque, n'est pas un exercice compliqué. Voilà. Comme moi, je reconnais qu'un débat avec Cohn-Bendit, ça peut être dur. Hein. Il est bon en sophiste. Il est capable de te choper, le mec dans le public, le faire chialer au bon moment, caméra 2, te couper la parole quand il faut. On est sur du bon trotskiste formé. Donc il faut reconnaître qu'il y a des monstres en rhétorique, en capacité, en possibilité. Après, en intégrité, au fait qu'il ne soit pas condamné, moi, je pense que ça se trouvera partout, oui. D'accord, mais en disant cela, Greg Tabibian, on va reprendre un terme ancien. Vous aimez dire, vous m'avez dit à l'instant que vous aimez bien les mots un peu anciens, ou tout au moins qui ne sont pas de compréhension des nouvelles générations. Ça fait scandale. C'est un scandale que de dire que l'on peut associer dans un gouvernement des gens d'extrême droite et d'extrême gauche. Vous êtes venu à Bistro Liberté. Mais, vous avez été à côté de Didier Maistre, de Juan Branco, de Pierre Gentillet et d'Alexis Poulain. Et vous avez été avoiné par vos abonnés, même sur Twitter. Ah non, mes abonnés, pas du tout. Pas du tout? Très peu. Très peu. Pourtant, les réactions, elles ont été très dures. Ah non, elles venaient pas de chez vous. Elles venaient pas de chez moi. Mais elle venait de votre camp politique, alors. Disons qu'elle venait de votre camp politique. Est-ce que c'est encore mon camp politique? Est-ce que c'est encore ma famille politique? Elle vient de gens qui, en tout cas, eux, pour qui le procès d'intention était déjà fait. Aucune de ces personnes n'a dit « J'étais persuadé que Greg Tabibian était du côté, était de notre côté politique et que du coup, je découvre à ma stupeur qu'il... » Non, ils y ont tous vu une confirmation d'un biais qui ne repose peut-être pas sur rien, que je n'étais pas de leur famille politique. Mais ces gens ne sont pas de ma famille politique. Hein. C'est pas parce qu'ils sont de gauche, c'est à un autre niveau, ce n'est pas ma famille politique, ces gens-là. Donc, confusionnisme, conspirationnisme. Confusionnisme, conspirationnisme, mais si vous voulez. Mais bon. Ah, c'est pas moi qui veux, hein. Ah ben non, mais je sais bien, c'est le principe, c'est pas nous qui voulons. Mais non, mais je disais ça dans le cadre aussi de quelque chose qui était très particulier, c'est que j'avais expliqué que je défendais un peu cette vieille idée qu'avait eu Mélenchon, qui n'a pas tenu très longtemps d'ailleurs, qui avait été de dire, moi, je prends le pouvoir, je reste 2 mois, je mets en place un référendum gigantesque sur les 50 questions auxquelles veulent répondre les Français, et je me tire. Et c'est dans ce cadre-là, d'une période de 2 mois, et je me suis dit, et là je m'en fous, s'il faut mettre Villepin aux affaires étrangères pendant 10 minutes, et un mec compétent un peu dur à la police pour que ça tienne, et que ce soit pas la guerre civile pendant 3 semaines, et puis un mec qui connaît quelque chose à la santé, bon ce sera pour gérer, parce qu'on va pas rester, mais tu prends des gens qui sont issus pour montrer une certaine représentativité. Après on peut pas faire de gouvernement de gauche et de gens de droite, je sais pas, on a Darmanin et Marlène Schiappa dans le même gouvernement, ils travaillent même ensemble il paraît. Parce que Darmanin il est de gauche de circonstance. Et Marlène Schiappa? Je pense qu'elle est tout de circonstance, mais cette circonstance, c'est malheureusement une incapacité, je pense, à aborder la politique pour des raisons d'intellect. Enfin, c'est malheureux, mais bon, il y a des gens qui, voilà, il y a des gens qui citent Karl Marx, il y a des gens qui citent Hegel, il y a des gens qui citent Heidegger, puis il y a des gens qui citent Spiderman. Donc en fait, il n'y a pas de, c'est un pastiche, c'est une blague, elle est marrante. D'ailleurs, elle dit plus trop de conneries en ce moment, je trouve.
Et donc du coup, le payer un salaire avec mes impôts me devient plus difficile. Parce qu'au moins, elle me rapportait des blagues, des trucs, des machins. Mais là, elle fait même pas ça. Donc là, c'est vrai qu'elle fait partie de ceux, j'ai du mal à les payer. Je ne sais pas pourquoi, je la paye. On vient à vous. Vous attendiez à cette réaction en arrivant à Bistro Liberté, d'Éric Morillo maintenant? Cette réaction de la part des gens. Je m'attendais de ces gens-là. Oui, je l'avais déjà vu, cette réaction. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Ça m'a permis d'identifier la nocivité de certains réseaux aussi particuliers, parce que j'avais plus pris des problèmes d'autres réseaux d'influence de YouTube. Le réseau de Rokhaya Diallo, par exemple, le réseau indigéniste, pas mal, certains réseaux, mais le réseau des fact-checkers, des débunkers, je n'avais pas vu. Et dis donc, en meute, c'est compliqué, ces gens. C'est très compliqué en fait. Est-ce que c'est pas une mise en garde? On se dit, finalement, moi j'étais de gauche, je pensais que je pouvais fréquenter ce qui je voulais, j'avais un passeport d'immunité, j'avais le totem de Koh Lanta. Je suis de gauche, je suis asiatique, je reprends, c'est sous votre contrôle. Oui. Et voilà, je suis intouchable. Et puis finalement, cette gauche, elle est tellement intolérante aujourd'hui que ça fait des années je suis balayé avec. Ça fait des années que ces gens-là me cancellent, comme on dit. Non, bien sûr que non, je suis pas surpris de la réaction, je ne pensais pas que je pouvais aller à TV Liberté et plaire à un antifa moyen de la fac de Nantes. J'étais au courant de ça allait. J'avais bien compris que c'était très difficile de recevoir Nicolas Dupont-Aignan et d'avoir des gens qui vous disent c'est bien à gauche. J'avais compris. Alors pourquoi vous êtes venu? Justement, parce que j'avais compris. Qu'est-ce qui pourrait... Vous venez à Bistro Liberté pour faire quoi? Pour faire la nique à ces gens-là, pour leur dire je m'en canaille? Alors spécifiquement pour cette émission-là, parce que j'avais envie, le sujet m'intéressait. 2, par fidélité avec mon pote Éric Morillo, parce qu'il m'a dit je viens et j'aimerais bien t'apporter dans mes valises, c'est avec plaisir. Que c'est un exercice que je ne fais pas ailleurs, c'est aussi mon premier critère, c'est-à-dire que le talk devant public, j'ai beaucoup de formats différents qui vont de la radio, c'est un format que je n'ai pas l'occasion de faire sur ma chaîne, et c'est une expérience qui est agréable et que j'ai envie de mettre dans ma bandoulière. Voilà, et puis le sujet me plaît, et puis ça me permet de rencontrer des gens qui me plaisent, ça me permet de voir des gens avec qui je peux parler, rencontrer aussi, parler avec des gens parce que j'ai aussi de moins en moins de temps de rencontrer l'audience. Donc, non, c'est génial. Pourquoi je ne le ferais pas? Je n'ai pas de répercussions financières. Et vous restez de gauche? Je reste de gauche, oui. Pourquoi est-ce que je serais... Non, en fait, cette question de la droite, la gauche, on peut en poser des limites. Ça existe encore. Je ne vois pas ce qui, aujourd'hui, permet à des gens de m'invalider comme appartenant à la gauche. Car si je peux avoir des idées communes, parfois, avec la droite, il est évident qu'il y a un certain nombre de valeurs qui sont les miennes, qui, elles, pour le coup, ne sont pas communes. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent que ces critères n'existent plus. Droite-gauche, c'est des critères qui existent. Mais vous vous référez tout le temps, je suis de gauche, je suis de gauche. D'ailleurs, c'est d'ailleurs pas de quelle gauche vous êtes, parce que la philosophie des Lumières à François Hollande, en passant même par le leader suprême Emmanuel Macron, vous êtes où dans cette gauche-là? Moi, je suis plutôt d'une gauche libérale à l'origine. Je revendique ce terme-là. Donc pas jacobine, pas collectiviste, pas libertaire, libéral. Si j'en reste à Jacques Julliard et son histoire des gauches françaises, c'est la référence que j'ai lue. Sur les bien sûr, qui est très bien. Grand spécialiste. Non, ça veut dire, c'est très simple, libéral. C'est que j'adhère à un certain nombre de conclusions philosophiques qui sont celles des premiers libéraux. C'est-à-dire ceux du XVIIe, on va dire cette conclusion, j'adhère à une anthropologie de l'homme et à une façon de poser des diagnostics politiques. C'est-à-dire que je pense comme Pascal, comme Hobbes. Alors, je ne suis pas d'accord avec leur conclusion, comme le disait Pascal, que l'homme est incapable de beau et de bon, ou de vrai et de bien. Je pense, pour avoir une anthropologie plus chrétienne et plus girardienne, que l'homme est bon, mais condamné par un certain nombre de mécanismes à produire le mal, mais qu'une chose est sûre, nous ne pouvons pas essayer de baser notre société en l'état sur ce qu'il y a de meilleur en l'homme. Et la deuxième conclusion, c'est que nous ne pouvons pas non plus, essayer de faire un homme parfait, et nous ne pouvons pas et ne devons pas non plus essayer d'avoir une société parfaite. Parce que c'est précisément à chaque fois que les hommes veulent accomplir le règne éternel de la vertu et du bien, que ça se barre le plus en cacahuète.
Parce que comme Hegel, je pense que ce n'est pas le mal qui est l'esprit du bien, c'est le bien qui est l'esprit du bien. Et que même Adolf Hitler, quand il se regardait dans la glace le matin, je sais c'est difficile à comprendre, il ne se regardait pas comme un méchant de film de James Bond en disant « Ha ha ha, je vais détruire l'humanité ». Non, il faisait ça parce qu'il était persuadé de faire le bien. Et que donc, je suis extrêmement pluraliste là-dessus. Et que je crois donc, j'ai une méfiance pour les gens qui proposent des systèmes magiques, des totalitarismes, des structures lourdes, très étatiques, on va dire, qui régleraient tout. Je crois que l'exercice de la politique, et de la politique libérale, c'est la politique du moindre mal. Et je crois beaucoup à ça. Je crois qu'au lieu d'essayer de faire des exceptions, des règles générales, ce qui nous mènera toujours à la dictature comme Carl Schmitt, on devrait avoir des règles souples et ne pas avoir peur de faire du cas par cas. Mais nous vivons dans des sociétés qui ont peur de discriminer, donc qui ont peur de choisir, donc qui ont peur d'accorder une spécificité aux individus. Et j'adhère aussi à une des conclusions philosophiques du deuxième libéralisme, celui de Constant, celui des guillotines, qui est cette certitude, comme disait Dostoïevski, que ce sont les possédés qui font la politique. Les Gilets jaunes l'ont montré. Je ne tombe pas dans un discours culpabilisant qu'on entend très souvent. « Avez-vous les Français, au lieu de gueuler, levez-vous » parce que j'aimerais bien vous y voir en première ligne des Gilets jaunes. Mais la réalité, c'est qu'il y a 15 cons à la télé tous les jours et que numériquement, en fait, si on veut qu'ils ne soient plus là, ils ne sont plus là. Les conséquences peuvent être dures. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on pourra encore dire dans 10 ou 15 ans. Mais pour l'instant, c'est encore un fait. Ces gens, on peut les mettre dehors. Donc c'est un certain nombre de choses. Je ne crois pas aux sociétés qui opposent le bien et le mal, le vrai au faux. Et c'est pour ça que je n'aime pas cette société de désignation de bouc émissaire dans laquelle nous vivons, parce que nous revenons à ces sociétés-là. Et qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'erreurs dans l'application de la pensée libérale. Parce que j'ai remarqué, comme tout le monde, qu'on était passé de la manufacture d'épingles à Google et qu'on était passé de la liberté d'opinion, de religion, d'orientation sexuelle de Constant à la liberté d'être aquagender Triton et de cancel des gens sur Twitter. Il y a un moment, j'ai bien vu qu'on s'était perdu en route. Mais déjà, quand cette critique m'est faite par des gens de gauche, dont toutes les applications concrètes du communisme depuis 70 ans ont été des drames humains sans précédent, je rigole, déjà, pour commencer, parce que pourquoi on aurait, comme il dit dans OSS 117, pourquoi on n'aurait pas le droit à d'autres chances? Et deuxièmement, parce qu'il y a des choses qui permettent de défendre aussi pourquoi est-ce que ce libéralisme ne s'est pas bien appliqué. Mais ça ne veut pas dire que je suis contre l'État, parce que pour moi, Hobbes est un penseur du libéralisme. Je dis qu'il faut se souvenir de ce qu'il est, arrêter d'y voir une solution magique à tout, et que nous faisons beaucoup appel à l'État, à des grandes structures, à des lois qui nous choquent et ne blessent personne, parce que nous avons peur, comme dans un couple, parfois on a peur de se dire les choses directement, on laisse les choses s'envenimer, et par peur de la discrimination, par peur de voir la spécificité de l'individu, on tombe dans des folies collectives, et puis c'est aussi juste, comme ça je conclue sur le libéralisme, c'est une vision du droit aussi. C'est-à-dire que, et c'est quelque chose qui rejoint ma pensée chrétienne, l'enfant n'hérite pas des fautes des parents. Et je vois une société où on est jugé par des juges, même au sens propre, comme arabe ou comme blanc. Ça m'emmerde, parce que les deux ont raison de se plaindre. On est jugé comme pauvre ou comme riche. On est jugé, puis alors maintenant, tout un délire woke qui vous dit, qui me dit à moi, descendant d'Arméniens, que mes ancêtres les colons. Donc on en arrive dans cette folie qui condamne l'homme blanc, particulièrement lui d'ailleurs, puisque visiblement selon Christiane Taubira, les crimes des autres ne doivent pas être enseignés, à être responsable de tout ce qu'ont fait ses ancêtres, quand bien même, comme les miens, ils ne l'auraient pas commis. Ben, je suis contre ce monde-là. Ça a eu des répercussions historiques surprenantes. Il ne faut pas oublier que les libéraux, avant le procès de Nuremberg, refusaient et ont tout fait, ils ont échoué, pour que le crime contre l'humanité ne soit pas reconnu comme norme juridique, parce que c'était une valeur morale. Et puis Lincoln aussi avait en opposition à lui les libéraux de son temps, qui refusaient d'inscrire dans la Constitution l'abolition de l'esclavage, alors qu'eux-mêmes étaient radicalement opposés pour beaucoup d'entre eux à l'esclavage, mais disaient oui, mais nous on n'a pas d'esclaves, on ne veut pas que les gens en aient, mais si on n'a pas d'esclaves, c'est parce que c'est une valeur morale, donc on ne peut pas l'imposer. Il y a des moments où il faut faire preuve de common decency, comme on dit, et laisser les choses évoluer. Mais la règle globale, qui consiste à miser plus sur le règlement au cas par cas que sur un État totalitaire qui va tout le temps là où il ne doit pas être, voilà, me paraît être une ligne politique. Et je pense que c'est quelque chose qu'on perd dans notre société aujourd'hui. La confusion quand même. Je ne suis pas contre l'État, mais je tiens un discours un peu anarchiste. Je suis de gauche, mais finalement, le ni droite ni gauche fonctionnerait bien, sauf que la seule personne qui la revendique ouvertement, c'est Marine Le Pen, dont je ne dirai jamais de bien. J'ai noté ça, c'est jamais très sympa.
sur Marine Le Pen. Jamais sympa. Mais pas injuste. Ça me fait déjà une différence avec beaucoup de collègues. Mais pas sympa. Pourquoi je serais sympa? Je ne suis pas sympa avec les gens. Elle décide elle-même de passer dans une posture qui la rapproche de plus en plus du bloc bourgeois, central. Elle se repositionne vers le centre droit. C'est l'avenir de Valérie Pécresse. Donc elle sera traitée, je la traiterai comme Valérie Pécresse. C'est-à-dire que vous rejoignez le bloc centriste. Ce fameux bloc ses centriste. Ses votes à l'Assemblée le témoignent tous les jours. Elle dit qu'elle va voter une motion de censure avec ceux qui voudront. Oui, d'accord, mais sur les grandes orientations économiques, elle a quand même une posture qui tend au compromis. Sur l'Union européenne, elle a eu une posture qui a changé 5 fois d'avis, qui tend au compromis. Sur les libertés individuelles, elle a une certaine vision, mais alors elle ne veut pas se priver de ce que l'État peut avoir de plus dur en matière de régler les problèmes. Donc il y a pour moi une compromission, mais qui... Je ne vois pas pourquoi je serais avec elle plus gentil qu'avec d'autres. Je n'aime pas ce bloc centriste. Ce bloc centriste, c'est une usine qui fait croire à des gens, depuis Mitterrand pour la gauche et Chirac pour la droite, qui vont défendre les ouvriers pour la gauche alors qu'ils ne les défendent pas, ou qui vont défendre l'identité et la nation à droite alors qu'ils ne le défendent pas. Et je trouve que Marine Le Pen rentre, indépendamment des idées politiques, déjà du point de vue éthique, de plus en plus, depuis plusieurs années, dans cette place qui l'attendait, et qu'elle s'en délecte plutôt bien. Mais dire que je suis libéral de gauche et y voir une opposition, je ne suis pas d'accord, parce que je ne vois pas pourquoi il y en aurait une. Je dis que le libéralisme, ce n'est pas le rejet absolu de l'État, c'est le laisser se souvenir de ce qu'il est, c'est-à-dire un Léviathan, et arrêter de vouloir tout régler par lui. Parce que les fois où le libéralisme a marché, c'est quand il s'appuyait sur un enracinement qui lui était et un socle civilisationnel antérieur, et surtout aussi quand il s'est développé dans des cadres de proximité. Je crois que la démocratie, par exemple, les Suisses nous le montrent bien, plus c'est à grande échelle, plus ça foire. Donc je suis quelqu'un de très localiste aussi. Je voudrais que les maires aient beaucoup plus de pouvoir. Tous ces étages intermédiaires de département, de région, pour moi, je suis très commune, État. Là-dessus, pour le coup, la révolution, c'est pas con. Voilà, je veux que les gens aient le maximum de possibilités de régler des questions et de décider à une échelle locale. Alors oui, ça te donne un village où tu n'auras pas le droit de cueillir des marguerites le jeudi, puis celui d'après, tu auras le droit. Bon, est-ce que c'est l'enfer pour les gens? Non. Ça permet aux gens d'avoir une mobilité. Ça permet aux gens de vivre dans des endroits qui leur ressemblent, comme ils en ont envie. C'est quelque chose que je préfère. Voilà, on roule déjà à 80 ou 90 km à l'heure selon Exactement. le département, selon la zone, donc on pourra s'habituer. Je vous ai dit carte gauche française retenue par Julliard, vous m'avez dit libéral. Quand cette gauche s'est égarée, je vous donne aussi 4 possibilités. Sur quoi, d'après vous, elle s'égare le plus? Elle s'égare le plus sur l'identité, sur la souveraineté, sur le communautarisme, sur les libertés. Où est-ce qu'elle s'égare le plus? Où est-ce qu'elle ne s'égare pas? Je pense qu'elle s'est un petit peu égarée partout. Alors on pourrait les refaire une à une sur l'identité, sur la souveraineté. Bon, il y a un abandon de l'idée de nation, qui est quand même une idée de gauche pour le coup. Il y a un abandon d'idée de souveraineté, c'est évident. De toute façon, la nation, c'est l'identité et la souveraineté. Donc en abandonnant la nation, tu abandonnes la souveraineté et tu abandonnes l'identité de facto. Mais oui, il y a eu ce tournant intellectuel assez contemporain, socialiste, de l'État c'est la guerre, cette espèce d'idée que donc la nation c'est la souveraineté c'est la guerre parce que c'est le tous contre tous, ce qui est une erreur totale. Donc une très grande partie de la gauche française, il est vrai, socialiste, s'est convertie à la doctrine de l'immigration, et ça a débordé bien plus que le bloc centriste, classique, socialiste. Ok. Sur l'identité, elle a proposé une identité alternative. Donc elle a essayé, on va dire, de mélanger un peu plusieurs cultures. Donc est-ce qu'elle s'est perdue? Elle a proposé autre chose, dirons-nous. Sur le plan, on avait dit quoi d'autre? J'ai parlé liberté, j'ai parlé communautarisme. Liberté. La liberté. La tolérance, quand même. La gauche n'a pas fondamentalement tout le temps été non plus l'ami des libertés, mais ça, c'est pas que la gauche. C'est que nous avons tous perdu, encore une fois, je pense, du regard, un certain nombre d'avancées qui ont été amenées par nos sociétés libérales et chrétiennes.
Et que oui, aujourd'hui, bien sûr, il y a une dérive dans la volonté de contrôler la parole, les déplacements de l'autre, la pensée de l'autre, qui est bien au-delà de la Macronie, et qui, pour moi, s'étend à l'œil de toute notre société. La gauche n'y échappe pas. Hein, Raymond Aron disait « La tolérance est une maladie contagieuse car elle contamine toujours ceux qui disent la combattre. » Exactement. On y est? Exactement. Et d'ailleurs avec de moins en moins d'hypocrisie. Hein. De moins en moins d'hypocrisie. Alors, il y a encore l'hypocrisie des termes anglais, là, la nouvelle tendance, je l'ai vu sur Twitter. Donc ce n'est plus, ils ne disent plus censure, ils disent déprogramming. Le déprogramming, c'est quand vous allez envoyer 200, 300 000 personnes bombarder une chaîne YouTube, Google panique, fait fermer la chaîne. Vous avez abusé légalement des conditions générales d'utilisation, donc vous êtes, au vu de votre contrat, on peut vous attaquer. Mais c'est pas de la censure, c'est du déplatforming, Donc on ne dit pas censure, on dit déplatforming. Il y a des noms aussi pour les tribunaux arbitraires. Alors ça, c'est autre chose. C'est les conciliations médiatrices préjudiciaires. Non, ça s'appelle bypasser l'état de droit. Donc on trouve beaucoup encore un peu de cache-sexe. Mais dans les faits, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, par exemple à gauche, qui ne voient pas d'incohérence intellectuelle à travailler main dans la main avec des GAFA pour faire interdire des mouvements politiques. Moi, j'avais parlé avec un youtubeur, je ne veux pas dire son nom, mais très, très, très à gauche, hein, qui me disait oui, je peux m'allier avec Google et Amazon pour faire fermer la chaîne de Papacito. Puis on sentait que le type, dans sa tête, il avait l'impression d'être un résistant marxiste de 40 qui dit « Oui, moi je peux m'allier avec une croix de feu ou un boulangiste pour niquer les nazis. » Mais dans sa tête, c'est la version moderne de ça. C'est « Je me suis allié à Google contre les fachos. » Je pense qu'il devrait y réfléchir et voir une incohérence intellectuelle majeure. Mais non, la gauche sur la notion de la liberté, mais il n'y a pas qu'elle. Il n'y a pas qu'elle. Ma dernière question, parce qu'on a déjà fini, c'était de vous dire, et la suite? Alors la suite, je l'ai eu au départ, vous m'avez dit, vous allez faire un bébé. Bah ça, c'est pas moi qui décide. Enfin, un peu quand même. Un peu. Quelques minutes quand même. Un peu, oui, bien sûr. Oui, on est d'accord. Non, mais il n'y a pas que moi, je veux dire, qui décide. Oui, bah, c'est quelque chose, à un moment qu'il faudra songer. Je savais que quand j'ai commencé ce métier de vidéaste, j'attends la 9e année. Oui, c'est ça, c'est la saison 9, c'est mieux que Netflix. Bah oui, une dixième année. Ça coïnciderait avec les 40 ans, avec la stabilité financière. Je viens de changer mon auto-entreprise en SARL, là, il y a un mois, donc ça veut dire déjà des choses. Milliardaire. Et puis c'est un cadre... Mes parents ont fait qu'un seul enfant. Ils gagnaient plutôt bien leur vie. Mon père est mort jeune, donc après on gagnait plus du tout. Enfin, beaucoup moins. Mais ils ont toujours dit, on préfère en faire qu'un, mais tous les week-ends, on peut aller au centre commercial. Bon, c'est une façon de voir les choses. Je sais que j'aurais longtemps, moi, préféré avoir un petit frère ou une petite sœur et peut-être un peu moins de jouets. Mais j'ai un peu hérité de ce truc-là, au vu de leur niveau de vie. Mes parents auraient pu faire 1 ou 2 enfants de plus. Bon, après, ça aurait été une cata pour ma mère célibataire, mais ils auraient pu. Et ben moi, je suis peut-être un peu comme ça, je préfère, mais j'ai pas envie d'en avoir qu'un. Ah ben voilà. 2, c'est bien. On a commencé avec 1, on finit à 2. Si on restait encore 2 heures, vous aviez une famille nombreuse. Ah oui, mais on choisit pas toujours. J'ai un ami souverainiste en ce moment que je félicite d'ailleurs, qui vient d'être doublement papa depuis quelques jours, et il n'a pas choisi. Mais il est content. Ah oui. C'est l'essentiel. Oui, il est content, c'est l'essentiel. Mais des fois, ça va vite d'un coup. 2 bébés, une saison 10. Et vous revenez sur TVL un jour? Oui, bien sûr, avec très grand plaisir. Eric souhaite qu'on fasse quelque chose d'un peu plus régulier. Moi, ça me ferait plaisir. Parce qu'encore une fois, j'aime bien cette ambiance-là. Je suis bien. C'est le genre d'exercice que je ne fais pas ailleurs. Et comme l'autre jour, j'ai accepté une invitation. Je suis allé chez Bourdin. Voilà, ça, les gens de gauche, ça les a pas choqués, visiblement, parce que j'avais jamais fait l'exercice de la radio, puis j'avais jamais fait l'exercice de Jean-Jacques Bourdin. C'est très compliqué comme exercice radio. Vous avez une fenêtre de tir de 4 secondes pour en placer une. Et si ça dure plus de 20 secondes, votre développement, c'est mort. C'est terminé. Vous le verrez pas. Donc, c'était, voilà, j'ai fait des expériences que j'ai peu l'occasion de faire. Et ça fait partie, puis c'est bien fait avec du budget, avec... Il y a du matos là quand même. Jusqu'à nouvel ordre. Merci beaucoup, Greg Talibian. Merci à vous.